pour accélérer, moderniser l'action de l'État suppose de traduire en action concrète une vision positive de l'État, de ses missions et de ses modèles d'intervention. Ainsi, il est nécessaire d'afficher des objectifs clairs et des chantiers emblématiques pour éviter que la réforme ne soit perçue comme un catalogue hétéroclite de mesures incompréhensibles pour les citoyens ou les agents. Le foisonnement des initiatives et expérimentations sur le terrain doit être la déclinaison de grands chantiers transversaux et non pas apparaître comme des mesures en soi pour en faciliter la lisibilité, pour également réduire le portefeuille de projet pour lui donner de la puissance. Donc ici, on a pas mal de choses à faire, notamment créer les conditions pour que la communication sur les projets soit une effectivité. C'est la raison pour laquelle, dans une administration, notamment ministérielle, il faut se doter d'un site internet. Mais à voir de près, est-ce que tous nos ministères ici ont des sites internet? La question que je me pose. Bon, j'ai vu pour certains, mais non, les ministères ont des sites internet. Nous tous. Mais est-ce que les informations sont mises à jour? Bon, là, c'est ça. Ça, c'est les informations. J'ai défilé sur plusieurs sites là, je vois des informations de 4-5 ans. Les informations ne sont pas mises à jour, c'est ça le problème. Donc tout ça, ça doit être réactivé et normalement, il doit y avoir un budget pour ça. Pour les mises à jour. Oui, oui. Un budget pour la communication. Parce que, ouais, la maintenance est good. Donc, il faut concentrer l'action de l'État pour chercher à traduire en réalité toutes les politiques publiques qui ont été établies. Et pour cela, il faut avoir des administrations de pointe, un personnel de pointe pour répondre à tous ces défis qui se présentent. Axe 4. Sur le terrain, piloter, expérimenter, déployer, accélérer. Voilà l'axe 4. C'est-à-dire, vous avez fini de concevoir votre politique publique, votre programme gouvernemental basé sur votre vision et les objectifs que vous voulez atteindre. Maintenant, c'est sur le terrain qu'on va voir concrètement si l'administration est vraiment modernisée. Parce que pour parler de modernisation de l'administration, ce n'est pas seulement dans les livres, dans les documents, dans les rapports, mais c'est aussi sur le terrain. Le processus de la modernisation de l'État doit être polymorphe plutôt, et l'approche la plus décentralisée possible. D'une part, pour donner de l'autonomie aux managers publics dans leur capacité à réformer les administrations, d'autre part, pour rendre plus aisé et compréhensible le pilotage central de la transformation. Les principes d'un pilotage agile. Donc, pour le premier niveau, je pense qu'on a déjà dit ça, on dit le processus de la modernisation de l'État doit être polymorphe et avoir plusieurs morphologies. Plusieurs manières d'être implémentées, d'être mises en œuvre. Et l'approche la plus décentralisée, il faut mettre la décentralisation au cœur de la modernisation de l'État. Parce que quand il n'y a pas la décentralisation, on assiste à une concentration de toutes les activités sur un seul service, sur un seul département, sur une seule direction. Donc il faut décentraliser en donnant l'autonomie aux managers publics, aux services, aux départements, aux directions, notamment
les directions régionales. Mais très souvent, les directions régionales sont délaissées. Très souvent même, le budget qui est alloué au ministère, on ne l'utilise pas pour rénover certains sièges des directions régionales à l'intérieur. Quand vous voyez, bon, souvent c'est déplorable. La vétusté du matériel, la vétusté des bâtiments, ça constitue une réalité aussi de la modernisation de l'État. Parce que la modernisation de l'État ne doit pas se baser sur la capitale économique, Abidjan. Il faut qu'au sortir d'Abidjan, on puisse constater ce changement-là. Les principes d'un pilotage agile. Pour pouvoir bien piloter vos projets ou la transformation de votre administration, il y a des principes. Parmi ceux-ci, il faut segmenter les projets de transformation pour les rendre audibles. C'est-à-dire que vous devez bien les spécifier, les séparer pour qu'on puisse savoir tel aspect de tel projet correspond à cela, à tel point, à telle population cible et à tels objectifs. Il faut spécifier tout. Plutôt que de lancer de grandes initiatives transversales à l'ensemble des administrations. Mais il faut aussi être organisé et savoir à quel moment lancer tel projet. Il faut ordonner les projets par ordre de priorité et en fonction de leur interdépendance. Vous n'allez pas commencer un projet qui doit emmener à un changement de comportement en demandant aux gens de pratiquer le contraire de ça. Il faut d'abord sensibiliser. C'est la première étape. Déconcentrer la prise de décision pour responsabiliser plutôt les acteurs locaux. Par exemple, en donnant aux chefs d'établissement scolaire un pouvoir de décision sur l'organisation de leur établissement. Le recrutement des enseignants, l'évaluation de leurs collaborateurs, les orientations budgétaires ou encore la mise en œuvre d'expérimentations pour améliorer le service rendu et le moderniser. Donc il faut déconcentrer plutôt la prise de décision de sorte à ce que les acteurs locaux, les directeurs régionaux ou départementaux, puissent gérer leur administration en leur sein selon leur vision, selon leur orientation. Ils ne doivent pas venir toujours prendre les instructions auprès d'Abidjan avant d'agir. Démultiplier les expériences pour s'appuyer sur la réalité du terrain et l'envie d'innover. Trop souvent, les expérimentations sont décidées à Paris, déployées dans quelques territoires et rarement généralisées. Le renforcement de l'autonomie peut permettre de démultiplier les initiatives, même si elles aboutissent à des modes d'organisation en rupture avec les habitudes ou les normes classiques. C'est ce qu'on vient de dire. Il ne faut pas concentrer tout sur Abidjan. Il faut aussi permettre qu'à l'intérieur, on puisse constater cette modernisation de l'administration. On puisse constater qu'il y a un effort de décentralisation, un effort d'amélioration du service public pour que la population puisse se sentir concernée par tout ce qui se passe. Mais quand une population est obligée de quitter toujours à Daloa pour venir faire un document à Abidjan, ça pose problème. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Faire foisonner les projets locaux concrets et les accompagner par des incitations budgétaires. Ils ne pourront être industrialisés que si les expérimentations innovantes et de terrain sont multiples. Exemple, des labs et des startups d'État, soutenus financièrement et pérennes dans le temps. Donc quand on
on essaie de démultiplier, de faire foisonner les projets locaux, il faut qu'il y ait des institutions qui soient à mesure de porter ces projets. Vous voyez. Donc, quand, par exemple, on veut emmener les populations de l'intérieur à mener des activités de pêche résilientes et innovantes, mais il faut avoir des structures d'accompagnement à leur niveau là-bas. Il ne faudrait pas qu'on lance ce programme-là, des personnes qui Abidjan allaient former et reviennent et on les délaisse. Il faut des start-up ou des initiatives, des entreprises pour veiller à l'évolution, au suivi et à l'évaluation de ce projet. Créer un environnement stimulant l'innovation, le progrès et l'amélioration des services, notamment via l'intrapreneuriat d'agents publics et de salariés du privé, entrepreneurs en résidence au sein des administrations, notamment au niveau des préfectures de région. Donc il faut de plus en plus orienter les stratégies. Bon, l'État parle d'entrepreneuriat, mais les gens n'ont pas les outils, les mécanismes nécessaires pour entreprendre. Donc comment entreprendre quand il n'y a pas d'outils, de mécanismes? Et au-delà même de cela, il n'y a pas de financement, de mesures d'accompagnement. Donc on entreprend avec quoi? Donc ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle on nous demande ici de créer un environnement stimulant l'innovation. Il faut qu'il y ait des institutions à mesure de soutenir les entrepreneurs pour que le progrès et l'amélioration des services soient constatés. Sinon, tout sera toujours concentré sur Abidjan. Mobiliser les agents autour de projets de transformation nécessite également d'assumer le besoin de moyens financiers et humains à la hauteur des ambitions. Réformer ne se réduit pas à des baisses de dépenses. Souvent, on pense que la réforme, c'est trouver des moyens pour forcément réduire les dépenses. Réformer suppose d'investir afin d'avoir une action structurante sur la qualité des services publics et l'efficience des administrations. Ça, c'est à retenir. Donc, réformer ne renvoie pas à la réduction des dépenses, mais plutôt à l'investissement dans le but d'avoir une action structurante sur la qualité des services publics et l'efficience des administrations. Cela nécessitera de dégager des marges de manœuvre budgétaires suffisantes pour mener à bien les projets de transformation. Donc il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut dégager des budgets, mais qui seront utilisés à bon escient pour qu'on puisse arriver à un projet bien élaboré, bien ficelé, qui puisse donner satisfaction. Assumer le coût de la transformation des administrations publiques et trouver des pistes de financement. Il faut aussi qu'il y ait des institutions financières à mesure de financer et d'assumer. Quand on dit assumer, c'est-à-dire que le financement aille jusqu'au bout, que ce ne soit pas un financement initial, mais arrivé au milieu du projet, on nous dit que le budget est épuisé. So, ouais. Là, ça conduit à un éternel recommencement. Définir une feuille de route des investissements et les faire financer par un fonds de soutien et d'amorçage qui pourrait être au fur et à mesure abondé par les économies générées par le déploiement des réformes. Il faut avoir une feuille de route des investissements, savoir quelles sont les entités, les institutions, les États qui investissent ou les particuliers qui investissent. Mais ça peut permettre aussi d'encourager ces personnes-là.
La transformation agile du ministère de la Défense. Ça, c'est l'exemple en France. Le ministère de la Défense s'est posé la question de l'optimisation de la supply chain pour l'ensemble des armées, direction et services. Le projet devant initialement identifier des gains d'effectifs et des économies budgétaires. Il était perçu comme un nouveau projet de rationalisation. Donc ce projet avait pour objectif de générer des gains d'effectifs, c'est-à-dire d'accroître l'effectif au sein de l'armée, mais aussi d'avoir des gains au niveau monétaire, devant faire face à la fois à une grande opposition de l'ensemble des parties prenantes et une grande impatience de la part du cabinet et de l'état-major des armées. L'équipe projet a alors fait évoluer l'approche à 2 niveaux. Sur le terrain, en démontrant qu'il est possible de faire mieux avec des moyens contraints, grâce à l'introduction dès la phase de conception, d'expérimentation, s'appuyant sur des solutions pragmatiques basées sur l'expertise du chef de projet. C'est-à-dire sur le terrain, pour eux, il fallait montrer la capacité à gérer un tel projet en innovant à travers des solutions pratiques. Et ces solutions pratiques-là devaient s'appuyer sur l'expertise ou encore l'expérience que le chef de projet a eue. C'est-à-dire que ce sont des actions qu'il a déjà réalisées, il s'est appuyé là-dessus pour montrer comment il a procédé. Au niveau stratégique, en rendant compte de la manœuvre et des résultats aux décideurs, cabinet, grands subordonnés du ministère, etc., pour qu'ils adhèrent à la démarche. Principaux enseignements pour une transformation publique réussie. Par rapport à ce projet, voilà les enseignements qu'on peut retenir pour la transformation qui a eu lieu au niveau du ministère de la Défense en France. S'inspirer de la longévité de ce mode d'organisation par projet. Parce que ce projet-là a duré dans le temps. Tirer profit des bonnes pratiques du secteur privé afin de mettre en œuvre des initiatives générant des gains de productivité. Donc le secteur privé peut être aussi un canal de motivation. Rendre obligatoire la participation à des groupes de réflexion et de travail sur la transformation de l'administration publique. Récompenser l'investissement en tant des agents au sein de ces projets. Principaux enseignements pour une transformation réussie, une transformation orientée vers les résultats notamment. Chaque transformation doit être conduite de bout en bout avec une dynamique de résultats partiels, réguliers et visibles sur le terrain. La conception doit être rapide et appuyée par une analyse factuelle et documentée. Les expérimentations sont choisies par une logique de proof of concept avant déploiement. Le déploiement doit être rapide avec résultats tangibles dont il est rendu compte tous les 6 mois. Donc il faut mettre en place une stratégie participative. Et dans cette stratégie participative-là, il faut mobiliser des ressources financières. Et il faut mobiliser aussi des ressources intellectuelles, des expériences de vie. Parce que ce sont les expériences de vie qui vont permettre la durabilité de ce projet. Une transformation experte et intégrée. Les équipes de transformation ministérielle doivent être placées auprès des plus hautes autorités ministérielles. Le ministre et son COMEX, comité d'exécution, je ne sais pas quoi, par exemple, est constitué d'experts. Comité d'experts interne plutôt, dédié, appuyé si nécessaire par des expertises externes
externes à forte valeur ajoutée. On pourrait avoir également recours à des experts extérieurs. Tout ça, ça contribue à renforcer la capacité de vos actions de terrain, de vos actions publiques. Axe 5, mobiliser l'ensemble des acteurs publics dans la dynamique de transformation. Les administrations centrales ont fortement contribué aux efforts de rationalisation réalisés ces 10 dernières années, tandis que la dépense publique progressait dans les collectivités et les établissements publics, même si des transferts de compétences et de personnel ont accentué les choix de gestion. Faire participer l'ensemble des administrations publiques, notamment les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale, à l'effort de modernisation. L'État ne peut porter seuls les objectifs de rationalisation. Des règles ou des mécanismes d'incitation devront être instaurés pour partager les efforts. Cela peut aller de la contrainte réglementaire à l'instar de la réforme espagnole, aux mécanismes plus incitatifs qui mettent en comparaison les administrations, services ou collectivités les uns par rapport aux autres. Selon l'exemple du Yardstick Regulation à la suédoise, un rythme d'augmentation des dépenses de personnel continue, notamment dans les administrations publiques locales et sociales. Donc, à ce niveau, il est important de soutenir, de faire participer l'ensemble des administrations publiques, de les impliquer. Parce que si les administrations publiques ne sont pas impliquées, elles ne vont pas se sentir concernées. Et très souvent, ce sont les raisons qui sont à la base des boycotts de certains projets. Mais lors des réunions qui réunissent différentes institutions ou ministères, vous êtes souvent étonnés de voir la réaction de certains membres. Et d'autres même ne cachent pas, bon, nous on n'a pas été associés à ça. Parce que, ouais. Donc ça constitue des problèmes. C'est la raison pour laquelle il faut adopter une démarche participative. Dans la mesure où l'État, à lui seul, ne peut porter les objectifs de rationalisation. La rationalisation doit être implémentée dans toutes les administrations, de sorte à ce que chacun se sente concerné. Et les efforts des uns et des autres vont permettre d'améliorer les mécanismes d'incitation et de mise en œuvre des projets. Aller au bout de la clarification des compétences de chaque acteur public. Ce partage de l'effort doit également être mené via une clarification des compétences déjà initiée par les collectivités territoriales de l'État à la suite de la loi NOTRe et de la réforme territoriale de l'État. Région de France a rendu concret cet esprit de redéfinition des compétences dans son rapport intitulé 8 propositions pour conforter et poursuivre la régionalisation dans notre pays, en France. Elle encourage entre autres à régionaliser les missions opérationnelles de l'État relevant du bloc actuel de compétences des régions. Donc c'est l'une des propositions pour emmener les territoires à être résilients et à s'inscrire dans ce processus de nationalisation. Elle encourage entre autres à régionaliser les missions opérationnelles de l'État relevant du bloc actuel de compétences des régions et à poursuivre le processus de spécialisation des compétences des différents niveaux de collectivité. Donc il y a un point d'honneur qui a été mis sur la spécialisation des régions. C'est ce que ici on essaie de faire avec le projet d'Avropol. Donc en fonction de chaque culture, on essaie de donner une particularité. Ceci s'exprime par le renforcement de la notion de
collectivités chefs de file et la suppression des doublons État-collectivité. En parallèle, des efforts locaux ont été réalisés ces dernières années, se traduisant concrètement par une baisse de 16% de la commande publique en 2015. En 2015, ainsi que par des initiatives locales de rationalisation et de maîtrise de la dépense. Par exemple, Métropole de Strasbourg, département de Seine-Maritime, région Auvergne, Rhône, Alpes, il reste cependant du chemin à parcourir. Aujourd'hui, faute de marge de manœuvre juridique, l'État a tendance à recourir abruptement à la baisse des dotations, soit des collectivités, soit des opérateurs publics. Trois principaux leviers peuvent cependant être actionnés pour que l'ensemble des organisations publiques dépensent mieux. Donc ici, l'accent a été mis sur la réduction des dépenses. Parce que l'État s'est rendu compte qu'il dépensait beaucoup dans le déploiement de certains projets. Et au lieu d'injecter assez de ressources à ce niveau, ils vont chercher à les orienter ailleurs. Donc, il y a trois principaux leviers qui ont été actionnés pour que l'ensemble des organisations publiques dépensent mieux. Le premier levier porte sur la mise en place d'une nouvelle gouvernance financière, s'appuyant comme en Espagne sur des règles strictes pour encadrer la trajectoire budgétaire consolidée au niveau national. La multiplication des dispositifs de contractualisation incitant à des démarches vertueuses. Par exemple, en garantissant un maintien ou une hausse des dotations de l'État en cas d'atteinte d'un objectif chiffré de baisse des dépenses de fonctionnement ou en créant un système de bonification pour celles qui maintiennent un haut niveau d'investissement structurel. Il pourrait également inclure des rationalisations de structures de coopération entre collectivités, CIVOM, ou encore des réflexions sur la part optimale du financement par les usagers des services publics locaux, tarification des transports, équipements locaux. Poursuivre la clarification des compétences entre collectivités engagées par la loi NOTRe pour alléger l'ensemble des coûts de fonctionnement, personnel, cofinancement et améliorer la lisibilité de l'action publique territoriale. Accélérer la modernisation des organisations de protection sociale. Depuis plus de 10 ans, les organismes de protection sociale participent à l'effort collectif d'efficience au travers des différentes conventions d'objectifs et de cogestion et de gestion publique, tant dans la recherche de maîtrise des évolutions des dépenses d'intervention que dans la réduction des coûts de gestion. Ainsi, entre 2007 et 2015, les effectifs des trois principaux régimes de protection sociale ont baissé de près de 10%. Les prochaines COG, toute cette partie-là, il n'y aura pas de question dessus. Les prochaines COG poursuivront très prochainement ce mouvement. L'augmentation significative du taux de pauvreté post-2008, la progression du chômage, l'allongement de la durée de vie et des coûts de prise en charge des soins de santé sont autant de facteurs sollicitant fortement notre système de protection sociale.
De nouveaux leviers d'efficience sont donc à déployer afin de ne pas faire porter l'essentiel des efforts sur la seule réduction des effectifs. Une révision de l'architecture du système dans un double objectif de simplification et de maintien de la soutenabilité financière. Ceci pourrait se faire en rationalisant le système reposant actuellement sur 14 régimes d'assurance maladie obligatoire. Assurance maladie universelle ici. Assurance maladie obligatoire. Plus de 600 organismes gestionnaires d'assurance maladie complémentaire, 35 caisses de retraite, etc. En appelant l'ensemble des acteurs gestionnaires à réviser le modèle de financement vers un nouvel équilibre entre prestations à financer par l'impôt et les taxes et celles à financer par les cotisations sociales sur le travail. La poursuite des efforts de mutualisation. Limiter au départ au périmètre de chaque organisme et son réseau, ces dernières années ont vu l'apparition d'initiatives inter-régimes et inter-branches. Par exemple, pour la demande de retraite, la liquidation unique des régimes alignés. La négociation, cette année, des COG du régime général est l'occasion d'identifier à partir d'une revue des fonctions communes à chaque régime et chaque risque, immatriculation et ouverture des droits, paiement des prestations, celles qui à terme pourraient faire l'objet d'une mutualisation à l'instar de ce qui a été fait pour le recouvrement des cotisations. La transformation digitale, la création d'un guichet virtuel unique inter-régime fournissant un accès central à tous les services en ligne et une gestion plus autonome par l'usager permettra de désengorger les points d'accueil physiques dès lors réservés en priorité aux bénéficiaires dont la situation nécessite une action coordonnée et personnalisée. Focus sur le plafonnement des dépenses pour les communautés autonomes. De nombreux exemples internationaux militent pour une contribution plus large des collectivités territoriales et des établissements